comme vous l'avez dit, Fabien Vandenbusch. Je suis sophrologue et thérapeute dans le sud-ouest de la France. J'ai un centre dans lequel j'exerce mon activité où je reçois les gens individuellement, mais aussi sous forme d'ateliers en groupe et des cours collectifs la semaine. Alors, le ressenti thérapeutique, pour moi, ça a été un choc. Euh, c'est quelque chose de très direct et qui va là où on n'a pas envie d'aller. Mais finalement, c'est le seul endroit où on doit aller. On le sait pas au début où on n'a pas envie, mais finalement, ouais, ouais, ça m'a vraiment interpellé. Ouais. Bah, le ressenti thérapeutique, c'est une approche qui est psycho-corporelle. C'est-à-dire qu'au-delà du discours mental de l'histoire dans laquelle on est prise, il va s'agir de sentir de manière sous-jacente ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je dis à l'intérieur, c'est à la fois les sensations corporelles, mais aussi le climat émotionnel. Et c'est vraiment avec ça qu'on va travailler. C'est vraiment du bon sens et d'être le plus vrai possible. Voilà. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a un décalage entre le discours et ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et le tout, c'est de mettre tout ça à jour dans un climat de confiance et de sécurité. Ah, c'est vraiment cette approche directe dans ce qui est vrai ou pas. On va pas tourner autour du pot sans s'étendre. Il s'agit vraiment d'aller à l'endroit où on sent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une sorte d'anomalie qui est perceptible, en tout cas de mon point de vue, de mon côté, sur laquelle je vais rapidement mettre le doigt. Et puis, effectivement, je vais avoir le retour de la personne en face de moi, hein, qui sera dans l'agitation, dans la sensation, dans l'émotion. Hein, souvent, c'est l'émotion, hein, qui est là et sur laquelle on va pouvoir agir consciemment. Une bonne question. Je pense qu'il y a une alliance qui se crée entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que quand une personne vient me voir, il y a un accord tacite entre nous qui intervient pour savoir si moi je peux entrer en relation avec cette personne dans le cadre de la thérapie. Et la personne se sentant suffisamment à l'aise ou en tout cas réceptive à cette approche pour pouvoir travailler avec moi. Les deux sont importants parce que moi, je me rends complètement disponible, et c'est vraiment une question de présence, à ce qui va se passer pendant la séance. Et cet échange de perception, de sensations, de climat particulier va rebondir parce qu'il y a un effet miroir qui se joue. Et donc, forcément, ce que je suis ou la manière dont je me sens a un impact direct dans le déroulé de la séance. L'expression orale, c'est plutôt quelque chose de mental. Par contre, au moment où vous allez dire quelque chose, ou alors où je vais vous poser la bonne question, la manière dont vous allez y répondre va être à la fois orale mais corporelle. Parce qu'il y a un langage corporel qui s'exprime, ne serait-ce que dans le regard. Et après, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que oui, la gorge peut commencer à se serrer, la poitrine va s'oppresser, le ventre va se nouer, les épaules vont monter. Il y a tout un tas de façons de l'exprimer dans la posture qui, moi, vont me sauter aux yeux, mais pas forcément aux yeux de celui qui est en train de vivre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je parlais d'effet miroir tout à l'heure, et c'est là que ça va se jouer, en fait. C'est l'essentiel, parce que la seule chose qui soit vivant, c'est le corps. La pensée, c'est de la mémoire. Il n'y a rien de vivant dans la mémoire, c'est quelque chose qui est connu. Alors que le corps, lui, si on porte son attention dessus, est en train d'exprimer quelque chose à travers ce qu'on raconte. C'est ce que j'appelle, moi, la mémoire vivante du passé qui s'exprime encore dans le présent. Et c'est cette capacité à sentir cette expression
qui très souvent est plus forte que nous, euh, qui nous permet d'en sortir ou en tout cas d'en mesurer les mécanismes et l'impact dans notre vie. Oui, parce que enfin, en finalité, quand les gens viennent me voir et me disent je me sens pas bien, c'est là qu'est le problème. C'est pas tellement dans ce qui leur arrive, mais c'est dans l'état dans lequel ils sont. Et la souffrance intérieure, elle est clairement ressentie. Et si j'avais une baguette magique pour ces gens en disant, bon, alors peu importe ce qui existe dans votre vie, peu importe ce qui vous arrivera à l'avenir, vous vous sentirez toujours bien, schlang. Ah ben, tout le monde est d'accord en fait. Mais quelque part, c'est ça. C'est davantage notre façon de vivre les choses que les choses qui nous arrivent qui ont de l'importance. Et quand on prend conscience que le pouvoir qu'on a d'être heureux ou malheureux dépend 100% de nous, en tout cas qu'on a ce pouvoir-là, effectivement, ça change complètement la donne, ou en tout cas, ça change notre manière de nous relier au monde extérieur. Parce qu'en fait, on va cesser d'avoir ce contrôle permanent sur les choses, sur les gens, pour les faire rentrer dans le monde qui semble nous correspondre. Et on va faire le schéma inverse, où on va dire, bon, ben, je vais ouvrir mon monde pour m'adapter à la réalité extérieure de ce que je perçois et de ce que je vis. Et là, ça change tout. C'est essentiel. En fait, tout se joue dans l'enfance. L'enfant, il est innocent, aimant, spontané, ouvert, et il arrive dans un monde d'adultes névrosés. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Ben, il s'adapte, il fait bien ce qu'il peut. Donc il adopte des façons de se protéger face à l'agression, face à l'usure du conditionnement, face à la croyance, face à une culture parfois euh, enfin, unilatérale, enfin, avec des injonctions. Donc il se met en sécurité parce qu'il n'a pas le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire cela. On lui fait comprendre que s'il veut être un peu aimé ou approuvé ou validé, il va falloir qu'il agisse de telle ou telle façon. Finalement, l'enfant très tôt va comprendre, et c'est malheureux, mais c'est un peu le constat, qu'il doit quitter cette nature qu'il est, et aimante, au profit d'un personnage à travers lequel, semble-t-il, il va pouvoir être reconnu. Et c'est extrêmement douloureux pour l'enfant de devoir faire le deuil de cette belle nature dans laquelle il est, et pour laquelle l'adulte devrait simplement l'aimer sans condition. Parce que, quelque part, l'adulte, même s'il a quitté cet espace d'innocence, finalement, n'a de cesse que de vouloir y revenir, tout un tas de subterfuges extérieurs, mais au fond, c'est ce qu'on a envie, de retrouver cette spontanéité d'un enfant qui, quand on lui dit demain ou après-demain, il sait pas ce que c'est. Il est juste là maintenant et il a envie de profiter de la vie qui s'exprime vers le jeu, vers tout un tas de découvertes de sa capacité corporelle. Enfin voilà, c'est juste extraordinaire. Donc oui, tout se joue dans l'enfance, parce que c'est là que la personnalité va se construire progressivement en fonction des événements dans lequel l'enfant va être mis. Et comme l'enfant ne comprend rien au monde des adultes et qu'il les prend pour ses dieux, là, il préfère se remettre en cause lui, pensant que c'est de sa faute, plutôt que de remettre en cause l'adulte qui ne montre pas souvent de signes de culpabilité ou en tout cas de responsabilité dans ses actes. La séance type, c'est d'abord, je demande à la personne pourquoi elle est là, voilà, pourquoi vous venez me voir, quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous avez envie, finalement de définir un peu avec elle l'objectif qui des fois peut être simplement de ne plus souffrir. Donc ça, c'est vraiment une part d'écoute qui est très importante. Euh, la notion d'accueil, c'est vraiment de faire sentir à la personne qu'elle peut déposer tout ce qu'elle a envie d'exprimer et qu'il n'y aura jamais aucun jugement là-dessus. Voilà. Et c'est ce qui permet d'aller dans la profondeur de ce que la personne va être de plus en plus capable de dire, là où avant elle n'osait pas le faire parce qu'elle a tout de suite peur du jugement qu'on porte. Un peu ces côtés sombres, ces choses qu'on se dit intérieurement et qu'on n'expose jamais extérieurement, parce qu'on pense que c'est pas correct.
Et là, le carcan judéo-chrétien, il pèse bien sur nos sociétés occidentales. Et alors, quand moi, je vais mettre le doigt ou à travers ce que la personne me dit et le questionnement que je vais être amené à poser, parce que trouver la bonne question, c'est très important, en faisant preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole ou d'étiquetage ou de méthode, mais il y a ma capacité d'être présent en écoutant simplement ce que dit la personne d'un point de vue extérieur et en posant une question comme celle d'un enfant innocent. Je sais pas, un enfant innocent, il voit une personne avec un point rouge sur le front, il va regarder la personne, il dit, bah, c'est quoi le point rouge que tu as sur le front? Quelque part, c'est un peu ça. En disant, mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça? Et de ramener peu à peu la personne, au travers de ce qu'elle dit, à ce qu'elle ressent, pour lui faire comprendre que oui, à mesure qu'elle rentre dans une forme de description peut-être de sa problématique ou de sa souffrance, il y a quelque chose de l'ordre du corps qui est en train de s'exprimer et sur lequel elle n'a pas forcément mis le doigt de cette façon-là. Et là, je vais l'inviter à rentrer à l'intérieur d'elle-même, dans la détente pour coopérer avec le corps, et simplement lui dire, voilà, le corps, il est intelligent, il guérit les blessures, il digère les aliments, il fait plein de choses et il n'a pas besoin de la tête. Et bien pour les émotions, c'est pareil. Le corps, il sait digérer les émotions, il n'a pas besoin de la tête. Alors maintenant, on va le laisser faire et on va l'observer. Donc le mental va se mettre un peu en retrait, il va hurler, c'est pas grave, on va le laisser hurler et vous allez maintenir votre attention sur le corps pour observer la manière dont le corps va rétablir le mouvement là où le mental a voulu figer les choses. Et c'est cette résistance mentale qui crée la douleur. Et si peu, un petit peu à la fois, dans cet équilibre entre résistance et acceptation, on sent l'obstacle qui a empêché simplement au mouvement d'avoir lieu, à l'énergie de circuler, quelque chose à un moment donné qui va lâcher et qui va nous faire basculer de l'autre côté, c'est-à-dire dans cet endroit où l'énergie est complètement libérée parce que l'obstacle a cédé. Un peu comme un barrage qui cède, avec le risque que le mental peut raconter de tout ce qui peut arriver derrière, mais quelque part à l'intérieur, c'est tant pis, parce que tout ce que le mental raconte, j'arrête d'y croire, et je vais faire confiance au corps qui va m'emmener dans un endroit que je ne connais pas. Alors oui, j'ai peur, mais c'est pas grave. J'accepte d'avoir peur. La peur n'est pas négative. J'apprends à faire ami-ami avec la peur. Et je vais simplement observer ce que le corps va faire. Et je vais découvrir que ce que je crois est faux. Voilà. Mais il y a une expérience vécue à faire dans la chair. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment le point d'orgue des séances quand on touche aux nœuds qui ont créé ces réflexes ou ces croyances ou ces blocages dans lesquels on semble rester coincé toute notre vie et qui, la plupart du temps, va faire dire à une personne, c'est plus fort que moi, ou je suis comme ça. Voilà. Bah non. Moi, je vais parler des personnes que j'ai accompagnées et qui peuvent témoigner après. D'ailleurs, j'ai de très beaux témoignages sur Google. Ces personnes vont simplement décrire ce constat de légèreté, le constat de se sentir bien sans le vouloir, euh, de sentir que les mécanismes habituels dans lesquels ils vivaient ne sont plus là et ils n'ont même pas besoin d'y penser. Je se demande d'ailleurs comment ils faisaient avant. Il y a quelque chose qui est plus léger parce que ça circule mieux. Il y a aussi une capacité à prendre de la distance, parce qu'on gagne de l'espace. C'est-à-dire que toute l'énergie qui était encapsulée dans des nœuds, dans des blocages, est libérée et crée davantage de disponibilité dans l'instant vivant. Donc, les gens, ils sont plus là, et on peut le sentir. Ils ont moins d'attente, parce qu'ils ils sont moins en prise avec tout un tas de phénomènes internes, sans cesse en réaction avec le monde extérieur pour anticiper et se protéger. C'est comme si ils viennent me voir avec une blessure à la poitrine en me disant, mais j'en ai marre que les gens me fassent mal. Et moi, je leur dis, bah, ok, mais on va arrêter de s'occuper des gens pour vous protéger du fait qu'ils viennent vous appuyer à cet endroit, parce qu'effectivement, ça demande du contrôle, de l'évitement, et c'est pas évident. On va s'occuper de cette blessure et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Et à partir du moment où on redonne au corps cette capacité de guérir, hop, il n'y a plus cette blessure, et alors on avance, et les gens viennent nous toucher là, et ça ne nous fait plus rien. Oh ben ça va alors. Ben, quelque part, c'est un peu ça.
moi, c'est toujours des moments que je trouve géniaux. C'est d'avoir un patient, enfin, moi j'appelle ça un client, en face de moi, qui, euh, qui va incarner cette sagesse. Et moi, je suis très étonné. Je dis, waouh, mais ça a l'air vachement bien ce qu'ils vivent. Il s'exprime de manière très, très simple, avec beaucoup de bon sens, sur le changement qu'ils sont en train d'observer dans leur vie et l'implication que ça a dans tous les compartiments, que ce soit familial, amoureux, professionnel. Il y a une capacité d'élargissement de la conscience qui fait que ils sont beaucoup moins identifiés, beaucoup moins pris. Et même quand ils sont pris, ils le voient. Donc, moi, je trouve ça assez génial, quoi. C'est des bons moments pour moi, ça. Alors, je dirais que le préambule pour le ressenti thérapeutique, c'est que les gens soient pas trop coupés de leur ressenti. Si les gens vivent complètement dans leur tête et que c'est leur manière de fuir et de se sécuriser, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour les autres, tout est possible. Je m'occupe de personnes qui peuvent avoir des traumas liés à des agressions sexuelles. Et là, je vais assister à des tremblements de terre corporels, hein, parce que il s'agit vraiment d'exorciser une forme de douleur qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été entendue, et qui là va se mettre à recirculer dans le corps. On ne sait pas qu'il faille revivre ces traumas comme si on était de nouveau, mais en tout cas, la capacité du corps à vivre un trauma est limitée, et c'est ce résidu qui n'a pas pu être accueilli qui vit encore dans le corps. Et c'est ça, dans la présence adulte de la personne qui vient me voir, qui va être rendue possible parce qu'elle a cette capacité, en tant qu'adulte autonome, que l'enfant ou la jeune personne n'avait pas dans la construction de son corps. Donc ça, c'est un des aspects des personnes qui viennent me voir. Des personnes aussi qui veulent renouer avec davantage de vérité. Je veux être moi-même. Alors ça, c'est toujours facile à dire. Je veux être moi-même, on me laisse pas être moi-même. D'accord, d'accord. Ben là, on va creuser. Et on voit les conditionnements, la manière dont on a été jugé, catalogué, comment on adopte ce mode de fonctionnement pour soi-même, et les impacts que ça a dans notre vie, et la manière dont on essaie d'en sortir. Et il y a une double lutte. Et c'est une lutte entre soi et soi. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce que des fois, on pourrait dire que le trauma, c'est plus grave, mais le conditionnement, il est tout aussi grave dans les dégâts que ça cause, parce que ça nous donne une image de nous à laquelle on finit par être attaché. Et même au moment où on peut s'en détacher, il y a toujours un petit recul en disant, mais je peux pas lâcher ça. Oui, bah, c'est lâcher sa souffrance. Oui, mais j'ai toujours connu ça. Alors qu'est-ce que je fais? Bah oui, parce que là, il y a un saut dans le vide. C'est derrière, bah, qui je suis sans cette souffrance. Et oui, là, c'est à vous de le découvrir. Et c'est quelque chose de nouveau, et ça peut faire peur. Voilà, donc ça, et puis aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des douleurs corporelles inexpliquées. Après tout un tas d'examens, il y a la douleur corporelle qui est toujours là, et puis le médecin va dire à ces personnes, vous n'avez rien. Ah oui, mais j'ai mal. Oui, mais vous n'avez rien. Donc, effectivement, ces personnes-là peuvent trouver un écho à travers cette approche thérapeutique pour trouver un soulagement. Ouais, je pense que tout le monde va dire à peu près la même chose. Ça dépend de l'engramme, ça dépend de la disponibilité et de l'endroit où se trouve la personne au moment où elle vient de me voir, ce qu'elle a déjà essayé ou pas. Il y a des personnes qui, en une ou deux séances, vont se libérer parce que c'est quelque chose de très, qui était au bord des lèvres, hein, un peu comme la pomme quand elle est mûre, elle tombe. Ben là, c'était le moment où elle allait tomber. Et puis d'autres où c'est un chemin, pas du combattant, mais on sent bien que le mental a une forte emprise sur la croyance qu'a la personne d'elle-même. Et il y a une forte identification, et il y a derrière, de manière sous-jacente, de très grandes peurs. Et là, bah, des fois, il faut 10, 20, voire plus séances, parce que là, on va travailler, on va saper un petit peu à la fois, on va travailler sur le long terme, quoi. Ouais.
Alors, quand il y a une forme d'urgence, ou en tout cas de souffrance très prégnante, oui, on va se voir toutes les semaines pour commencer. Après, je pourrais se passer tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois, mais pas plus parce que après, il faut quand même que le temps d'intégration soit pas trop long. Sinon, les habitudes qui reviennent, euh, enfin, voilà, ça va vraiment dépendre de la personne, mais au départ, il faut quand même qu'elle reste au contact avec ce travail parce que je lui demande aussi, entre les deux périodes de nos séances, d'adopter certaines pratiques ou certaines techniques qui vont la maintenir dans cette façon, dans cette approche, dans ce lien qu'elle va tisser avec elle et les autres de manière un peu nouvelle. Ah bah je dirais, c'est la base. La base, c'est d'abord moi, le questionnement que j'avais, qui je suis. Je veux m'éveiller. Donc, quête spirituelle, méditation, livres dans tout genre en matière de spiritualité, d'ouverture, donc le bouddhisme, l'hindouisme, tous ces courants spirituels ou religieux qui portent cette notion de libération vers laquelle j'étais vraiment tendu vers le haut. Et puis quand j'ai rencontré la personne qui m'a enseigné le ressenti thérapeutique, elle m'a ramené directement au sol dans la boue. Parce que, parce qu'en fait, ce désir de liberté ou de libération à travers un soi-disant éveil spirituel n'était qu'une façon pour moi d'éviter d'aller au contact de mes névroses dont on avait conscience, hein. Et quand je parle de névrose, c'est blessure d'enfant. Une qualité essentielle, c'est la présence. Voilà, ça c'est vraiment une qualité essentielle. Parce qu'à travers la présence, il y a la disponibilité. Alors cette présence, elle peut bien sûr être teintée de bienveillance ou de compassion, parce que je ne mets pas de barrière. Donc cette présence est totalement humaine. C'est-à-dire que j'entends tout, j'accepte d'être touché par tout, je ne retiens rien, mais en même temps tout me traverse. Voilà. Donc ça c'est vraiment essentiel. Après, l'approche psychocorporelle, c'est d'avoir un peu la conscience quand même, à travers soi, ma propre expérience, que tout ce que je vais dire à la personne a du sens pour moi parce que c'est ma vérité. Voilà. Et après, pour être un bon thérapeute au sens large du terme, ben ouais, je pense que la présence reste une qualité essentielle. Euh, la bienveillance ou la capacité de pouvoir accueillir l'autre sans jugement, sans a priori non plus, et avec une capacité d'écoute réelle, c'est-à-dire que quand je parle de présence, ben, je suis là, et la personne le sait et le sent. Voilà. Et très souvent, les personnes sont amenées à me dire des choses qu'elles révèlent pour la première fois de leur vie. Et c'est pas une question d'âge, hein, je vous le dire. Donc moi, c'est un indicateur pour moi, de me dire, ben oui, euh, là, je suis dans le juste, carrément. En fait, les gens, quand ils viennent, après quelques séances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, hein, ils ne connaissent pas vraiment, et donc ils y vont un peu à tâtons, mais au bout d'un certain temps, ils me disent, mais quand je viens ici, en fait, je peux être moi-même. Ah, vous pouvez être vous-même. Mais moi, je leur dis, je pense que vous pouvez être vous-même n'importe où. C'est juste que vous ne vous donnez pas le droit, ou qu'en tout cas, le miroir que je renvoie ne vous met pas au contact d'une sensation de rejet, ou toutes ces choses qui se jouent habituellement pour vous. Mais vous voyez comme c'est agréable de pouvoir déposer tout ce qui vit en nous, parce que simplement, c'est la réalité. La réalité vécue. C'est pour ça que je dis, pour cette approche, il faut être vrai. Et si on veut pas être vrai et on continue de se mentir à soi-même, on n'y arrivera pas. Parce qu'on est toujours dans une forme de stratégie d'évitement de cet endroit dans lequel on veut pas aller.
Si vous venez me voir, moi, je vais vous y amener, mais mon Dieu, systématiquement. Même si vous vous cachez et que vous ne me dites pas la vérité, il va y avoir un truc qui cloche, je vais le sentir. Donc, vous y serez amené, et après, c'est à vous, bien sûr, en tant que client, de savoir si vous acceptez ou pas de faire ce pas. Et moi, je force rien. C'est pour ça que les gens qui viennent me voir, il faut qu'ils aient une vraie demande. Et s'ils veulent partir parce que c'est trop dur pour eux, euh, ça ne pose pas de souci. Je suis pas là pour sauver les gens. Mais si je peux les aider à y voir plus clair et qu'ils sont d'accord pour ça, ben, moi, à ce moment-là, effectivement, je suis content de le faire. Le mental. Le mental qui veut tout comprendre. Il veut tout savoir avant que ça arrive. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'on sait qu'on va rentrer dans des zones où le mental va pas comprendre, va pas pouvoir concevoir, va devoir lâcher. Dans cette approche, je dis qu'il n'y a pas d'effort à faire pour changer. En fait, quand on tient, je sais pas, une corde au-dessus du vide, on la tient autant qu'on peut. Et en fait, pour se laisser tomber dans le vide, il n'y a pas d'effort à faire, il suffit de lâcher. Ouais, mais en fait, on a peur. Donc, on tient de toutes ses forces. Mais il y a des choses qu'on tient de toutes ses forces parce qu'on croit que c'est vrai, jusqu'à ce qu'on fasse l'expérience du contraire. Mais ça demande du courage. Ouais. Encore une fois, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ben, comme je vous disais, le client, il sait que je suis là et il sent mon intérêt pour ce qu'il est en train de dire. Donc, il y a une façon d'écouter très active parce que je montre visiblement que je suis en train d'écouter et que je vais lui poser des questions à mesure qu'il me parle. Parce qu'il y a des choses qui vont me venir de manière un peu spontanée, intuitive, à la fois dans la manière dont il dit les choses et dont il les exprime corporellement. Et ça, c'est toute la dimension sensitive qui se développe en moi à mesure que j'accompagne les gens avec plus de finesse, où je réfléchis de moins en moins, en fait. Et je me laisse davantage guider par quelque chose de très intuitif, parfois fulgurant, parce que ça jaillit en moi. Je sais pas dire pourquoi ou comment, et je rentre pas là-dedans, mais je peux faire confiance en ça, en fait. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire ça un peu comme celui qui me l'a enseigné, donc Darpan, en atelier. C'est-à-dire que je fais des ateliers où j'ai face à moi une quinzaine de personnes sur une thématique que j'aurais choisie, par exemple bah, le fait de faire face à la peur. Et les gens vont venir avec leur expérience pour témoigner devant les autres. Là, on a la force du groupe et je les accompagne en direct, comme si j'étais en accompagnement individuel, mais il y a le groupe qui est tout autour. Donc, la personne va se mettre à vivre des choses dans sa chair, dans son corps, devant les autres. Je vais l'aider à traverser ce moment difficile pour que le corps puisse revenir dans ce mouvement qui a été figé par le mental. Et tout le monde assiste à ça. Donc il y a une façon de s'exposer qui rend le mouvement émotionnel un peu irrépressible quand on est en train de parler de sa problématique devant les autres. Ça fait écho forcément dans chaque individu présent, il se reconnaît à travers l'autre aussi. Et tout ça, ça crée une sorte d'agitation émotionnelle dans la pièce, mais il y a une solidarité qui est réellement vécue par l'ensemble des membres, qui se sent soutenu et accueilli euh, devant ce courage qu'elle a de se montrer devant les autres et qui est incitatif aux autres de le faire, alors qu'au départ, ils n'avaient pas forcément ce courage-là. Et ça, si je peux le déployer davantage, pour toucher plus de personnes en même temps, même si je continue de les accompagner individuellement, je trouve que c'est super. Ouais. Et puis peut-être dans le temps après, si je me sens suffisamment aguerri, pourquoi pas former des personnes à cette approche, ou en tout cas dans la manière dont je me la suis appropriée.
Oui, dissoudre l'émotion, c'est quand pendant la séance, la personne est en prise avec une émotion, de manière corporelle. Je dirais, admettons, je sais pas, la colère. La personne, à travers ce qu'elle raconte de son histoire, du ressentiment qu'elle a pour quelqu'un dans sa famille, par exemple, va commencer à l'exprimer avec une certaine colère. Je vais attirer l'attention de la personne sur ce qu'elle est en train de ressentir. Et je vais lui demander de se poser tranquillement dans le fauteuil, de fermer les yeux, de respirer par la bouche pour être plus en contact avec l'émotion. Et je vais lui demander de me décrire un peu le climat émotionnel dans lequel elle est. Alors, il peut être particulièrement agité quand c'est la colère, ça peut être volcanique, ça peut être tempétueux. Les poings vont se serrer, la mâchoire, lors des phénomènes de chaleur. Donc la personne va me décrire aussi les sensations corporelles, mais de manière simple, hein. Je veux pas être trop compliqué, on ne parle pas trop de chakras et tout ça. Non, comme si un enfant de 10 ans était en train d'en parler. Euh, pour maintenir l'attention de la personne à l'endroit même où la colère est en train d'avoir lieu. Le but, c'est j'observe la colère en n'étant pas identifié à elle, donc comme si j'observe une scène de théâtre ou un film de cinéma, 1 millimètre de distance, moi je dis soyez légèrement décollé, et laissez le mouvement corporel venir vous prendre là où le mental a toujours refusé qu'il le fasse. Donc, il va y avoir une énergie mentale, enfin en tout cas des pensées qui vont se manifester pour vous empêcher, comme habituellement, d'aller dans cet endroit ou de permettre à la colère d'aller plus loin, parce qu'on peut avoir peur qu'elle nous emporte. Mais si vous la regardez droit dans les yeux en maintenant cette petite distance, vous allez voir que le mouvement corporel va prendre de l'ampleur, va se manifester d'une certaine façon, va se déplacer, il est vivant, il est remis en mouvement. Et à ce moment-là, le nœud habituel ou l'obstacle habituel dans lequel la colère était soit réprimée, soit fuie, lorsque cet empêchement ou cette fuite est clairement identifié à travers ce qu'on vient de dire, le fait de rester dans ce ressenti, de ne pas partir avec les pensées pour se dire qu'on a bien raison d'être en colère parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé là. Donc on quitte le contexte qui réveille l'émotion pour vivre l'émotion telle qu'elle est en train de vivre en nous. Et quand on laisse faire ce processus corporel jusqu'au bout, il y a un moment donné où on arrive comme à un paroxysme où là, le mental va hurler tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'aller plus loin. Et il y a quelque chose en nous qui va dire, bah tant pis, j'y vais quand même. Et c'est ça ce pas de courage, ce saut dans le vide, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On l'a jamais fait. On a peur, oui, mais on y va quand même. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se dissout. Le nœud se libère totalement. Et l'énergie qui était encapsulée dans ce nœud se remet à circuler. Donc la plupart des gens vont sentir cette énergie qui se remet à circuler dans leur corps, mais vraiment concrètement, hein. Ils vont se sentir shootés. Comme s'ils ont fumé un joint, par exemple, la tête tourne, ils respirent plus vite. En fait, et c'est bon. C'est incroyable, c'est que c'est bon. Comme s'ils se réapproprient une part d'eux qu'ils avaient oubliée, et ils se mettent à sentir des choses qu'ils n'avaient pas senties depuis très, 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 très longtemps, parfois depuis l'enfance. Et ça, c'est quand on arrive à ce point-là d'une émotion qui se dissout, effectivement, il y a un phénomène de recirculation qui est clairement perceptible et derrière de paix, de tranquillité, parce que il y a plus ce bruit de fond en fait, et ça fait du bien. Ben, les émotions grossières, c'est vraiment une question de finesse de la perception. C'est pour ça que les gens qui sont dans leur tête voient leur corps comme quelque chose voilà, il y a le corps et c'est tout. Et il n'y a pas de différenciation, il y a très peu de nuances. Il va avoir de la peine à situer l'émotion dans le corps. C'est une globalité. C'est ce que j'appelle cette grossièreté du mental qui veut pas aller au contact du corps. Alors que quand on se réapproprie son ressenti progressivement, on a beaucoup plus de finesse dans ce qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose qui nous habite après au quotidien, parce que quelles que soient les choses qui nous arrivent,
on est tout de suite à l'affût de ce qu'on ressent. Et on va bien sentir les impacts aux différents endroits du corps et les tensions qui vont se générer face aux situations dans lesquelles on se trouve. Et là, il y a une forme d'intelligence qui prend le pas sur une habitude mentale, qui reste coincée dans une histoire à résoudre. Et là, il n'y a plus d'histoire à résoudre, il y a juste qu'est-ce que la situation est en train de me dire de moi. Et si j'ai l'autonomie dans le fait de laisser se dissoudre l'émotion quand elle est là, et ben à ce moment-là, il y a un mouvement naturel qui se fait, et il n'y a rien qui empêche le mouvement corporel d'avoir lieu, même s'il est confrontant, parce qu'on sait que le corps va faire son travail, on a confiance en lui. Ben, croyances limitantes et émotions sont reliées. On est attaché à nos croyances. La croyance, c'est cette façon qu'on a de regarder le monde avec un filtre de couleur. C'est de dire, ah ben tu vois, je m'en doutais. Ça m'étonne pas. Il est comme ci, il est comme ça, je le savais. Ah oui, mais on a une façon de voir le monde qui est complètement orientée en lien avec ce qu'on veut éviter de vivre. La vie étant une stratégie d'évitement, les croyances jouent le rôle de garde-fou pour nous protéger d'aller dans des situations qui pourraient nous amener à sentir quelque chose qu'on ne veut plus sentir. Donc, ben on va voir, je sais pas, l'abandon, on va voir le rejet, on va voir le mal, mais en fait, ce n'est pas la réalité, c'est la manière dont on le perçoit, et on vient progressivement dans notre vie confirmer ou se conforter dans ses croyances chaque fois que c'est possible. Parce qu'en fait, comme on sélectionne les informations qui viennent à nous pour confirmer ses croyances, eh ben, on a l'impression d'avoir raison. Par contre, tout ce qui vient infirmer la croyance ou lui dire que c'est pas ça, est balayé d'un revers de la main. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il n'est pas beau, ou une femme qui croit qu'elle n'est pas belle, c'est sa croyance. Si un homme vient vers elle en disant, mais qu'est-ce que je te trouve belle? Son premier réflexe à dire, c'est, mais tu te fous de moi ou quoi? Alors qu'en fait, son compliment, il est sincère. Et vous voyez comme la croyance ancrée de l'image qu'elle a d'elle-même vient immédiatement colorer la manière dont elle reçoit ce compliment comme une insulte. Ah ben, je l'ai dit, hein, quand on dissout l'émotion, c'est la puissance de vie qui se remet à circuler. L'idée avec la puissance de vie, c'est que très souvent, on en a peur. On a peur de notre puissance de vie, par exemple, dans la colère. Ah, il y a une sacrée puissance de vie dans la colère. On a peur de notre sexualité, parce que ça, c'est l'énergie qui fait pousser l'herbe à travers le béton. Et en fait, tout ce carcan de moralité, là, que ce soit vis-à-vis de la colère ou de la sexualité, nous a connoté négativement, ce qui naturellement, enfin, génère cette puissance de vie. Et si on accepte ce qu'on est vraiment, au-delà des connotations qui ont été faites sur ces sensations, on se réapproprie cette puissance de vie, elle se met à circuler normalement. Sinon, on crée une forme de répression ou d'interdiction où on ne s'autorise pas à, ah, mais n'empêche que ça pousse de l'intérieur. Alors, comme ça ne peut pas circuler au bon endroit, et ben, ça sort par les coutures. Et ça crée des déviances dans nos comportements parce que la vie, bah oui, elle pousse quand même. L'herbe, elle pousse à travers le béton, même si on a mis une chape. Donc, on peut pas empêcher, sauf qu'il y aura une façon de vivre cette énergie qui est pas celle qui est prévue par le corps, complètement. Si la personne elle est à l'aise avec ça, moi j'ai pas de problème. Et au contraire, c'est bien. Je me rends compte avec certaines personnes que elles s'étaient coincées dans une façon de percevoir ce qui était arrivé en tant qu'enfant dans la sexualité comme négatif, comme agressif. Alors qu'en fait, l'enfant, il n'est pas dans ce truc-là. Il est dans l'innocence, la découverte de son corps. Oui, il y a une forme d'excitation. Oui, il se passe des choses. Mais en fait, il n'y a pas l'aspect vicieux, malsain qu'un adulte pourra y mettre. Mais c'est peut-être la façon dont elle le perçoit en tant qu'adulte, alors que l'enfant ne l'a pas du tout vécu comme ça. Et de pouvoir rétablir, par exemple, cette réalité vécue de l'enfant,
et ben d'un seul coup, on se sent plus léger, il n'y a plus cette culpabilité inutile à propos de la sexualité, parce que on accepte de la voir telle qu'elle est et pas telle qu'on nous a enseigné, voilà, en disant que bah, c'est tabou, enfin c'est sale, c'est pas bien, on doit se cacher. Alors oui, peut-être qu'on doit se cacher parce que on se protège quelque part parce qu'on a bien senti que ce sujet, on pouvait pas en parler librement, mais il n'empêche que quand on remet de la réalité, de la spontanéité à parler de la sexualité, ben, en fait c'est pas un problème, tout va bien. Et on peut reconnaître les choses comme elles sont. Encore une fois, c'est une question de réalité. Ben, si je sens des pulsions sexuelles en moi, je vais pas dire ah ben non, je les sens pas. Ou alors je vais dire ça à quelqu'un pour pas me faire rejeter parce que s'il sent que j'ai des pulsions sexuelles, il va me cataloguer comme étant un obsédé ou un pervers. Ah non, en fait, j'ai un corps humain et ça va, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait une vraie demande. C'est pas, on vient pas par curiosité. On vient parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on n'y voit pas assez clair. Euh, on a peut-être déjà essayé certaines choses avant, qui n'ont pas fonctionné. De toute façon, c'est le cas puisque naturellement, on essaie d'être heureux bah, par nos activités, par nos relations, enfin, tout un tas de choses extérieurement pour créer des conditions un peu idéales dans lesquelles, semble-t-il, on pourra être heureux. Mais quand c'est pas le cas, bah, on finit par se tourner vers des gens qui peuvent nous éclairer, et Dieu sait qu'il y en a. Maintenant, l'approche du ressenti thérapeutique est une approche parmi d'autres, mais en tout cas, en ce qui me concerne, qui a le mérite de rapidement mettre le doigt sur certaines choses. Je dis pas que je peux m'occuper de tout, parce que des fois, il y a des engrammes corporels qui sont particulièrement difficiles à aborder uniquement dans un face-à-face, parce qu'il y a des thérapies psychocorporelles où on met les mains dans le corps, et qui pour ces personnes-là, par exemple, sera beaucoup plus efficace parce qu'il y a quelque chose d'un peu irrépressible dans le fait de ressentir une émotion quand on vient mettre son doigt dessus au niveau corporel, alors que le mental, lui, peut faire des circonvolutions, des évitements, raconter des histoires et tourner en rond. Voilà. Donc, mais ça, c'est moi qui vais le sentir au moment où la personne est en face de moi et de la rediriger vers quelqu'un dont je sais que son approche sera plus adaptée pour elle. Eh ben, écoutez le site internet fabienvdb-sophrologue.fr. Donc, vous pouvez sur ce site avoir quelques informations. Il y a un blog sur lequel j'ai écrit quelques articles. Il y a une ou deux vidéos, même plus que ça. Il y a quelques vidéos dont certaines expliquent de manière très brève mon approche. Il y a aussi des vidéos où je me suis filmé en atelier collectif. Donc, ben, sur le site, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, une fiche de contact, enfin voilà, à votre guise. Et j'accorde toujours un entretien, en tout cas, pour l'instant, j'ai cette disponibilité-là. J'accorde un entretien préalable avec la personne avant la première séance, pour lui expliquer ce dont il s'agit, répondre à quelques questions, pour créer ce climat préalable avant d'entrer en matière.